Irak pour combattre pour la liberté, ce dont on peut rigoler un peu, vu le nombre de morts que ça a eu pour conséquence. Là aussi, côté russe, on met des slogans en avant, mais on voit bien que c'est deux blocs. C'est pour ça qu'on a sous-titré Géopolitique des empires, puisque effectivement Macron a redécouvert il y a quelque temps que la Russie était un empire, oubliant que notre beau pays fait aussi partie d'un empire à domination états-unienne, et que ces deux logiques se rapprochent et se disputent l'influence sur différents territoires et leurs ressources. Donc c'est bien de ça qu'il s'agit. Ce qui se passe au milieu, c'est effectivement une population qui souffre et qui est détruite. Ce qui va se passer, on serait bien embêté de le dire. Ce qu'on peut constater, moi je ne vais pas spécialement m'étendre sur les combats, les stratégies, les choses comme ça, parce que tout le monde peut voir ça à la télé, enfin même si on peut aussi garder un esprit critique sur ce qu'on voit à la télé. Mais on voit bien qu'il y a plutôt une idée d'escalade, où là on nous parlait que l'Ukraine réclamait des chars lourds, enfin voilà, une espèce d'escalade dans les armements. C'est-à-dire qu'il faut que le bras de fer reste équilibré, quoi. Ce qu'on peut peut-être constater, c'est que d'une certaine façon, s'il y a un vainqueur qui n'a pas beaucoup eu à souffrir, sinon mettre un peu d'argent, c'est quand même plutôt les États-Unis, puisque leur influence est renforcée. L'OTAN est renforcée, puisque de nouveaux pays, la Finlande et la Suède, vont intégrer, en tout cas ont posé leur candidature. L'influence militaire des États-Unis sur l'Europe est indiscutable, parce qu'il semble qu'on ne sache pas très bien faire sans eux. Et puis, il faut toujours être conscient qu'une guerre, c'est aussi un peu comme une foire exposition aux armements. Et donc, quand on peut montrer en action des armes, c'est toujours bon pour les revendre ailleurs, parce qu'on a pu prouver aux gens qu'elles étaient efficaces. Donc c'est quand même un truc assez intéressant, ce côté foire exposition. Voilà, donc les États-Unis, à part mettre un peu des milliards dans la balance, sortent plutôt très vainqueurs de ça, même si on ne sait pas bien comment ça va finir. On a évoqué rapidement le nucléaire un peu avant que tout le monde arrive. Ça pourrait être l'objet d'autres causeries. Mais en tout cas, ce conflit a quand même rappelé que... alors effectivement, on peut avoir la crainte de la grande guerre thermonucléaire, dont on ne sait pas très bien qui sortirait vainqueur. Mais au-delà de ce grand embrasement possible, je crois que ce genre de conflit rappelle que toute centrale nucléaire civile est un objectif militaire potentiel. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, pour situer, si on voulait penser à notre beau pays, si on voulait nous attaquer, il n'y a pas besoin d'envoyer une bombe nucléaire chez nous, puisqu'il y en a 52 réacteurs, donc ça fait des bombes quand même assez sérieuses, quoi. Donc elles sont là, il suffit d'envoyer des choses conventionnelles et ça fait des cibles. Donc je pense que c'est important de rappeler ça, on l'a vu avec les menaces qu'il y a eu autour des centrales de Zaporizhzhia ou d'autres. Le nucléaire se réinvite avec la menace des armes proprement dites, mais aussi de tout ce qui est nucléaire civil. Je vais juste lire un petit texte de conclusion et puis vous céder la parole parce que sûrement des choses que j'ai oubliées. Donc c'est un petit texte qui avait été publié par quelqu'un qui s'appelle Freddy Gomez et qui disait: en ce moment d'histoire chargé de lourds nuages, il n'est d'autre manière de résister à l'horreur du réel guerrier et à la pression de l'événement qu'en refusant de nous aligner sur les propagandes étatiques, para-étatiques, médiatiques ou simplement émotionnelles qui, dans tous les cas et de la même façon, nous obligent à choisir entre le camp du bien et celui du mal, tel qu'on nous les désigne. Dans cette guerre, aussi sale que toutes les autres, guerre de conquête, il y a pour sûr un agresseur, Poutine, et un agressé, l'Ukraine. Mais de là à transformer Zelensky, ses soutiens du FMI et de l'OTAN
et a fortiori le bataillon Azov, en perdreau de l'année, il y a des limites. Voilà, merci de votre attention. Si je peux répondre à des questions, ou Bois un grand coup. aussi échanger entre vous. C'est bon l'eau. C'est bon. Hein. La parole est libre, ça serait étonnant que chez les anards, elle ne le soit pas. Mais on sait bien comment ça se passe. Hein. Il y a toujours un petit moment de timidité qui n'a pas duré longtemps. Qui n'a pas duré longtemps. C'est moins une question plutôt qu'une réflexion suite à ta présentation. Moi, je m'interroge sur, en tant que dans la vision anarchiste, comment est-ce qu'on peut résister à être un petit peu contre la notion d'État-nation, contre tout nationalisme, et en même temps résister à une guerre d'invasion, et donc qui nécessite de s'organiser en défense, et inévitablement, comme dans le texte de conclusion que tu nous as lu, on a un camp du bien, entre guillemets, un camp du mal, un agressé, un agresseur, et c'est donc du coup, comment et faut-il résister à cette notion, à cette pression nationaliste d'organisation dans le cadre d'une guerre, et comment résister à une invasion. Voilà, c'est une réflexion. Alors, c'est quelque chose dont effectivement j'essaie de parler en général, c'est-à-dire que les compagnons ukrainiens qui ont écrit le texte qui est dedans ont eu des... Pour ceux avec lesquels on a pu garder des traces, mais en fait c'est assez difficile de conserver des liens parce que évidemment on peut imaginer que les modes de fonctionnement habituels en groupe ou je ne sais pas trop comment sont très, très perturbés par la guerre et surtout dans les zones très exposées au conflit. Ce qu'on sait dans les contacts qu'on essaye de conserver, c'est qu'en fait, suivant les uns et les autres, il y a eu des attitudes très différentes sur comment faire pour participer en tout cas à refuser l'agression et tout ça. Donc certains ont pu s'engager, et je parle des anarchistes plus précisément, certains ont pu s'engager dans l'armée régulière, d'autres participer à puisqu'il y a beaucoup comment appeler ça, de groupes locaux paramilitaires, c'est-à-dire que ce n'est pas l'armée régulière, mais c'est des gens qui vont contribuer au renseignement, parfois intervenir sur des débuts d'attaques russes. Donc voilà, c'est pas l'armée régulière, mais ça peut être des groupes plus autonomes. Donc certains se sont impliqués dans ce genre d'action, et d'autres, au contraire, se sont impliqués dans des actions non violentes, enfin, ou non armées, je dirais, donc plus en soutien. Sur le fait d'apporter des vivres ou des ressources nécessaires aux combattants, ou parfois aussi dans l'activité de soins, donc de secourir les blessés, et ainsi de suite. Donc, c'est un genre de réponse, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, enfin moi, je me garderais bien de donner le moins de mots d'ordre aux gens qui sont sous les bombes, quoi. Parce que, je veux dire que je pense que ça, on peut le décider seul ou collectivement, mais en fonction de ce qu'on vit réellement, quoi. Mais la question se pose. Ouais. On peut expliquer plus largement la question de comment est-ce qu'on gère aussi la résistance à une agression armée, que ce soit dans le contexte ukrainien ou de manière plus large. Est-ce qu'on est dans une position anarchiste où on refuse la violence et la militarisation, et en même temps on ne va pas se laisser faire non plus, il faut savoir préserver sa vie, ses acquis, jusqu'à sa vie, donc c'est une question plus large aussi. Maintenant qu'il y a une gêne. Oui, je crois que c'est parti. En tout cas, il y a bientôt un an, effectivement, sur l'attitude des militants anarchistes et puis ce
ce qu'on ferait si on était à la place des compagnons ukrainiens et biélorusses. Il y a eu des débats, effectivement. Hein. Bon, ici, au local, on reçoit le journal de l'Union pacifiste. Donc Louis Lecoing était antimilitariste et pacifiste, mais pas forcément non violent. Donc je pense que toutes les attitudes sont défendables dans ce genre de situation historique. Les anarchistes savent prendre les armes, ils l'ont prouvé dans leur histoire, y compris en Ukraine en 1921 avec Ernest Makhno, si j'ai bien... Je persistais, sinon bon, bref, ils sont suffisamment capables en temps de crise pour être à l'origine d'auto-organisation. Par exemple, un tremblement de terre à San Francisco, à Tokyo, ça montre qu'il y a des possibilités d'auto-organisation dans lesquelles les anarchistes ont pu, à la mesure de ce qu'ils sont numériquement, hein, bien évidemment, prendre leur place. Donc, effectivement, participer à l'organisation des secours aux blessés. On a eu des compagnons de Saône-et-Loire qui ont organisé un convoi qui a pu aller jusqu'en Pologne, puis après ça transitait par la frontière, c'était un peu compliqué, mais donc on a pu s'organiser, on a pu s'envoyer éventuellement des noms d'oiseaux, quoi, tu serais capable de prendre un fusil, espèce de ultra violent, bon, parce que c'est la tradition entre militants d'une même organisation, j'allais dire, mais effectivement, passer le moment de peste émotionnelle qu'on a connu en février 2022, on a réfléchi et effectivement, vous avez entendu Nicolas, je ne sais pas si, peut-être que vous pourrez le dire, hein, en faisant rebondir le débat, mais on a tendance, nous, à taper aussi bien à droite qu'à gauche, enfin aussi tant est que droite et gauche. Mais bon, le régime ukrainien actuel est issu d'une tradition de corruption et de libéralisme à tout crin qui le fait pencher vers l'Europe. Et en temps de guerre, il se montre pas moins artisan de propagande, de mensonges, d'atteinte à l'intelligence en quelque sorte, pas moins capable de ça qu'un régime, celui de Poutine, issu d'une tradition autoritaire qui est celle de l'URSS, du Parti communiste, avec sa tradition stalinienne. Donc on tient une position qui n'est pas forcément évidente. Donc ne dire à personne ce qu'il doit faire, parfois on peut nous le reprocher, mais surtout de la part d'une certaine frange de l'opinion qui voudrait qu'on rentre avec la sphère de ceux qui voient en Poutine l'agresser par les méchants impérialistes occidentaux, ou de la part de ceux qui voient en Poutine un fou furieux, et là, psychiatriser le cas d'un dirigeant, c'est quelque chose à quoi nous refusons, nous les anarchistes, hein, parce que les animaux politiques ont leur rationalité, même si elle nous échappe, mais ça n'est pas de la folie pour autant. Bref, et donc ne pas nous associer bêtement, benoîtement au concert occidental du camp du bien contre le camp du mal qui serait incarné par Poutine, ça non plus nous y refusons. Donc on tape à droite, on tape à gauche, et puis en attendant on peut en retour nous taper de tous les côtés à la fois, mais bon, ça ne nous fait pas peur, et c'est une des raisons pour lesquelles on vient dire, au travers de la situation exemplaire de ce conflit actuel, à quel point organiser les sociétés en État, dotées de frontières, dotées
d'armée pour défendre ses frontières, sur la base d'imaginaire, d'idéologie nationaliste. On est là pour dire à quel point tout ça nous mène droit dans le mur. Et voilà. Donc, je ne vais pas donner moi-même toutes les directions dans lesquelles le débat pourrait aller, mais effectivement, est-ce que l'Ukraine constitue les prémices d'un conflit qui se généraliserait? Qu'est-ce qu'on doit craindre? Peut-être là que votre parole que je suscite en ramant désespérément peut avoir son intérêt. Mais ce qu'on sait aussi un peu par ailleurs, c'est qu'il y a des Biélorusses, pays voisins, qui sont aussi venus venus se battre côté ukrainien. Il y a eu pas mal d'initiatives en Russie même, de tous ordres, de type désertion, on en a parlé, mais aussi de type sabotage. Dans les tout premiers temps, quand il y a eu des lieux de recrutement, là, on a pu voir des images de lieux qui ont été, sur lesquels on a envoyé des cocktails Molotov, des choses comme ça, donc des actions assez décisives de la part de Russes qui risquent beaucoup même, et aussi des sabotages sur des trains qui sont censés, enfin des lignes de chemin de fer plutôt, donc qui sont censés transporter du matériel militaire. Donc il y a quand même des actions qui se mènent aussi de ce point de vue-là côté russe ou biélorusse. Donc ça fait réagir les populations, même si c'est des populations qui sont très, comment dire, enfin leurs marges de manœuvre sont très très étroites, quoi, parce que ils vivent quand même sous une chape de plomb, quoi. Ouais, je ne sais pas. Parce que comment choisir je ne sais pas ce qui est le plus terrible pour les gens pauvres en particulier, si c'est les régimes occidentaux ou c'est les régimes de l'Est, je ne sais pas, c'est ce qui m'intéresserait le plus. Après tout, c'est des populations, comment elles sont le moins malheureuses, quoi. Dans quel régime? C'est-à-dire que, effectivement, les potions économiques que propose le FMI ou ce genre d'organisme à des États qui veulent, disons, intégrer le bonheur et l'abondance occidentale, on voit que c'est quand même souvent un peu douloureux. Hein. Je sais pas, par exemple, en Argentine, un pays qui a eu beaucoup à faire au FMI, c'est pas le grand bonheur. Et bon, on pourrait parler de la Grèce, on pourrait parler et donc c'est quand même un peu ce qui était promis à l'Ukraine. Et c'est très possible qu'avec tous les prêts et les investissements, je ne sais pas comment tout ça va se terminer, qui aura quoi, mais il y a quelques mois, il y a quand même une réunion des investisseurs pour reconstruire l'Ukraine, quoi. C'est-à-dire qu'on va un peu se partager le fromage, qui va faire quoi. C'est un futur marché, quoi. C'est une foire exposition de l'armement, mais c'est aussi un futur marché pour le BTP et pour l'économie globale. Et le marché ukrainien, enfin, ou le territoire ukrainien commence à être envisagé un peu par l'Europe comme, je veux dire, prendre cette image-là pour que ça soit clair, mais comme une sorte de Bangladesh de l'Europe, où on aurait une main-d'œuvre quand même nettement moins onéreuse qu'à l'intérieur de la CEE. Donc voilà, c'était un territoire qui était quand même très très intéressant, quoi. Donc ils sont effectivement au milieu d'appétits contradictoires. Je ne sais pas comment eux vont réussir à se sortir de ça. Il y a quelque chose que j'avais découvert qui était assez intéressant par rapport à l'évolution du territoire ukrainien. J'avais vu une statistique où, d'un point de vue démographique,
qui comparait la France et l'Ukraine, en fait, juste après la Seconde Guerre mondiale, qui avaient des populations assez proches, autour de 40 et quelques millions d'habitants. Et puis la courbe des deux populations se suivait jusqu'au vers le milieu des années 80, enfin avant l'éclatement. Et après, les deux courbes de population divergent très fortement. La France continue à monter un peu gentiment, et l'Ukraine, ça baisse. Et la question, c'était pourquoi? Alors, baisse de natalité, tout ça, d'une part, mais il y a une très très forte émigration, en fait. Cette émigration a eu lieu au Royaume-Uni, au Canada, dans beaucoup de pays de l'Ouest. Et je pense aussi que vous savez comment fonctionnent les immigrés. Je veux dire, s'ils réussissent un peu là où ils sont, ils envoient des photos, regarde, j'ai pu acheter une bagnole. Enfin, et je pense que cette espèce de mouvement comme ça, culturel, de nouveaux regards, a sans doute contribué à orienter différemment les aspirations de la population ukrainienne. En bien, en mal, ça, c'est une autre affaire, on peut le voir différemment. Mais je pense que c'est peut-être une dimension que le pouvoir russe n'avait pas bien perçue en enclenchant la guerre et en pensant, visiblement, il pensait qu'en quelques semaines, ça allait être plié. Parce que ce qui s'est quand même passé, c'est que tant ukrainophones que russophones se sont retrouvés pour se battre contre l'envahisseur. Donc ce qui pouvait être imaginé comme une scission culturelle, linguistique, tout un tas de choses comme ça, ça ne s'est pas passé en fait. Donc il y a quand même une sorte de, je sais pas, d'unité du pays qui peut-être s'est fait dans la guerre contre l'agression. Après, vers quoi ils vont, je ne sais pas. Je leur souhaite des destins où ils pourraient décider eux-mêmes de leur organisation et de leur économie, mais je ne sais pas. Pour donner puisque tu disais quel régime sera le moins pire pour les gens qui n'ont que leur force de travail pour vivre. Bon, Nicolas vient de prendre ça sous le point de vue ukrainien, mais côté russe, bon, on est dans un capitalisme d'État, enfin pas d'État, mais un capitalisme très contrôlé politiquement par l'État, hein, puisque Poutine peut tantôt des milliardaires opposants comme il veut. Donc c'est un capitalisme comme celui que connaît la Chine également, avec une pesée très autoritaire de l'État, mais qui crée de la pauvreté aussi bien qu'un capitalisme ultralibéral comme celui vers lequel lorgnent les Ukrainiens. Et de ce point de vue-là, Poutine a fait de cette agression de l'Ukraine un enjeu de politique intérieure. Quand on ressoude un peuple autour de l'idée de sa grandeur passée et de son unité nationale, on peut faire oublier pas mal de privations, d'échecs économiques, d'inégalités sociales et d'autoritarisme politique, hein, puisque tout se justifie par ce biais-là. Donc effectivement, c'est presque plus juste quand même, parce que si on veut par un certain côté, parce qu'en France ou en Occident, il n'y a que les pauvres qui vont en prison. Je sais pas, vous dire ça parce qu'il y a quelques oligarques qui déplaisent et qui finissent mal. Ouais. Bah, bon, il y en a qui se suicident. Il y a beaucoup de suicides en ce moment. C'est ça la vraie égalité. Ouais. Enfin, bon, pas de riches, pas de pauvres et pas de tôles. Nous, on a plutôt cet objectif-là. Ouais. C'est nettement plus difficile, hein, j'admets. Mais voilà, ça tombait à un moment opportun en termes de politique intérieure pour Poutine, parce que effectivement, les mois qui s'écoulaient avant le février 2022 étaient rythmés par des manifestations d'opposition de plus en plus massives, avec la répression qui allait avec.
Mais bon, un peuple qui en a plein le cul, il ne s'arrête pas à quelques mesures d'emprisonnement ou quelques condamnations à la tôle, et il continuera jusqu'au bout. Il y a l'Iran aussi qui est dans cette situation-là. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on tape sur tout le monde, de nos deux petits bras musclés, mais ça évite effectivement les connivences coupables au prétexte que tel camp aurait tel défaut, donc il faudrait se jeter à bras ouverts dans l'autre camp qui lui-même en a des défauts. Donc prudence, évitons de céder à l'émotion comme je disais tout à l'heure. Et à propos d'émotion, sur l'aspect nucléaire, puisque Nicolas a évoqué ça, on a un copain qui vient assez régulièrement en réunion du groupe, et la dernière fois que je l'ai vu, c'était en octobre, on avait fait l'assemblée générale du groupe en première partie de journée, puis une petite causerie comme celle-là, sur l'antimilitarisme pour le coup, et le copain était venu pour nous dire que notre détestation des armées était bien gentille, mais que premièrement, les militaires pourraient faire prochainement la preuve de leur utilité si les Russes n'en restaient pas là, et puis que le danger d'apocalypse nucléaire nous guette au point qu'on s'estime heureux d'avoir tenu jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir en parler. Je ne sais pas si parmi vous il y en a qui pensent que c'est une épée de Damoclès qui nous pèse au-dessus de la tête, ou si le danger est négligeable. Moi j'ai tendance à dire ni l'un ni l'autre, on va taper sur les deux camps avec nos petits bras musclés, mais si on peut aborder cette branche-là de cet aspect-là du conflit russo-ukrainien, peut-être le moment aussi. Hein. Disons qu'il faudrait qu'il y ait des intérêts particuliers à ce que le conflit s'étende en fait. Et quand je vois la désillusion même de Poutine peut-être sur le conflit avec l'Ukraine, le fait qu'il pensait qu'avec sa grande armée il allait peut-être retourner le pays en 2 semaines et que c'est bien plus complexe que ça. Est-ce qu'il y a un intérêt de son côté déjà, en tout cas, est-ce qu'il s'attaque à d'autres pays, ou est-ce que la Biélorussie soit un peu plus franche dans le conflit aussi, ce genre de choses? Honnêtement, moi d'un point de vue français, qui est un peu à l'autre bout du continent, je me dis il y aura bien des épisodes avant que ça puisse nous inquiéter. Je pense que c'est pas forcément une inquiétude personnelle qui devrait nous piloter là-dessus, en tout cas, quand on observe ce conflit. Mais je sais pas, c'est mon point de vue. Et après, par contre, de l'autre côté, est-ce qu'il y a un point de vue à ce que le conflit s'éternise? On a vu du coup le business que ça ouvre aussi de reconstruire le pays quand on en sera à le reconstruire, parce que peut-être qu'on n'y est pas encore non plus. Moi j'avais par exemple en tête Nord Stream 2, du coup je sais pas si vous aviez des éléments à partager sur les intérêts des deux empires justement, on va dire américano-européens et russes sur cette histoire-là. Mais je pense que par exemple les États-Unis ils ont bien des intérêts à ce que ça perdure dans le temps plus que dans l'espace, quoi. Mais ouais, je sais pas, c'est mon point de vue. Après, sur le point de vue. Dans les intérêts des États-Unis, c'est que donc la manière dont le marché, le prix de l'énergie s'est affolé, c'est que ça rend très rentable les énergies produites aux États-Unis, puisque notamment sur tout ce qui est pétrole de schiste, tout ça, on sait qu'il faut que le prix mondial soit quand même assez élevé à un certain niveau pour que leur pétrole soit rentable. Et par ailleurs, eux, ils produisent du gaz qu'ils peuvent transformer en gaz liquéfié, et comme ils sont totalement indépendants actuellement par rapport à ces productions-là, en fait, ils peuvent les vendre à des prix très élevés. Et donc pour l'instant, les grosses compagnies pétrolières américaines, je ne sais pas quels sont le bilan de leurs actions, mais à mon avis, ils ne baissent pas. Hein. Ça va plutôt dans le bon sens. Donc de ce point de vue-là, tout va bien pour les États-Unis. Il y a des sous qui rentrent. Et effectivement,
par rapport à cette économie-là, les deux gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui faisaient de l'Allemagne un peu le hub comme ça du gaz russe en Europe, ça coupait un marché pour les États-Unis. Donc là, on est en train de, je ne sais plus où, je crois en Allemagne, de créer des gros ports pour accueillir le gaz liquéfié, les méthaniers, ce genre de transport. Donc voilà, tout ça c'est en train de se reconfigurer, et c'est plutôt fortement à l'avantage des États-Unis. Ouais. Je ne sais pas si en France on a ce projet-là du coup de créer des infrastructures justement pour recueillir le gaz liquéfié. Alors, parce que nous on a le nucléaire, donc on est indépendant. Non, mais je réponds en rigolant, mais alors effectivement on a besoin d'un peu de gaz, mais il y a un projet de gazoduc via l'Espagne, qui viendrait de Barcelone, je crois, qui a été signé, enfin voilà, et qui pourrait alimenter une partie de l'Europe. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, une des transitions par rapport au nucléaire et plutôt au nucléaire civil, c'est qu'on s'aperçoit que c'était un peu en germe, en fait. C'est-à-dire que l'État français, quand même, avait tendance à remettre à l'ordre du jour le nucléaire. L'EPR, ça marche pas, mais bon, quand même, ça va marcher, ça va être un truc super. Et donc, remettre en avant l'idée de les petites centrales, des choses comme ça. Et puis là, c'est venu à point nommé. Parce qu'en fait, le coût de l'énergie augmente. Donc, effectivement, le gaz, tout ça, c'est mieux de pouvoir avoir de l'électricité ailleurs. Et évidemment, le nucléaire nous fournit une électricité pas chère. Ce qui est fort contestable. Mais déjà, ça, c'est un premier niveau. Et puis, effectivement, une grosse partie de l'énergie vient de Russie. Le nucléaire nous donne de l'énergie indépendante. On entend ça, hein, quand même. Ce qui est absolument faux, hein, puisque, à ma connaissance, il n'y a pas de mine d'uranium en France. Donc ça vient soit du Niger, du Kazakhstan, un truc comme ça. Et puis il faut quand même savoir que l'essentiel la Russie maîtrise toute la chaîne du nucléaire, c'est-à-dire de l'extraction, les mines, l'enrichissement des combustibles, construction des centrales, retraitement et tout ça. C'est le seul pays à tout contrôler. Et on continue actuellement à acheter du combustible enrichi à la Russie. Malgré l'embargo. Oui, c'est un des rares commerces qui n'est pas arrêté. Hein. Peut-être que ça peut expliquer les coups de fil attentifs de Macron à Poutine. Et je sais qu'il y a aussi eu comme ça, des transports en avion de Russie vers la Tchéquie. Enfin, voilà. C'est un des rares commerces qui n'est pas arrêté. Donc en termes d'indépendance, on n'est pas très très indépendant, même on est un peu là, quoi. Donc c'est l'articulation en fait entre cette guerre, ce conflit géopolitique et ses conséquences plus pratiques sur ce qu'on va peut-être tenter de nous imposer sans débat, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit. Je veux dire qu'après, sur la dangerosité du nucléaire, on peut discuter de beaucoup de choses, mais quand est-ce qu'il y a eu un vote, un débat un peu sérieux sur réinstaller des centrales ça n'existe pas, quoi. Donc, l'armement nucléaire non plus n'est pas discuté en France, c'est des choses qui vont de soi, tout le monde est d'accord. Et la manière doucereuse dont c'est amené est quand même assez inquiétante, puisque ce sont quand même des décisions qui engagent un pays, une population, un territoire pour des centaines, voire des milliers d'années. Donc on pourrait considérer que ça mérite un peu de débat, mais on fait tout pour qu'il n'y ait pas de débat quand même. Et ce qui s'est passé, ce qui se passe en Ukraine favorise ça en fait. Et tu évoquais la centrale de Zaporijjia qui avait été menacée par des militaires russes. Et ça a remis dans le débat, et même dans le débat national français, la question du nucléaire, qui est j'allais dire impensé, mais non, effectivement, comme tu dis, on s'est tout fait pour qu'il n'y ait plus de débat. Parce que, effectivement, depuis l'époque de Plogov, avec la lutte contre les implantations, c'est quelque chose le nucléaire n'est pas du tout réfléchi dans le
débat français à 2 points. Donc la vulnérabilité des centrales civiles que tu évoquais, il me semble que c'est une des... Il y a eu de la littérature là-dessus qui imaginait ce qui se passerait si un avion de ligne se crachait sur une centrale nucléaire, et notamment sur une centrale, je me demande si c'est pas en Loire-Atlantique, qui n'est protégée, en fait, où les bassins de refroidissement du combustible ne sont protégés que par un toit de tôle, en fait, avec donc une protection. Et on pourrait aussi penser à tous les militants Greenpeace qui régulièrement sont montés sur les cheminées pour montrer l'insécurité flagrante des centrales. Donc ça, c'est, comme tu évoquais, la fragilité et la menace, mais c'est aussi la question du retraitement. On est incapable, là on est face à un impensé que